Bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce deuxième webinaire du collectif des démarches quartier bâtiment durable consacré au thème de la low-tech. Avant de lancer ce webinaire, je voudrais vous communiquer quelques informations nécessaires à son bon fonctionnement. Donc, le son sera ouvert uniquement pour les intervenants. Les questions sont les bienvenues dans l'espace de chat. À l'issue de chaque présentation, un temps est prévu pour y répondre. Et ce webinaire est enregistré. Il sera mis à disposition ultérieurement sur le site du collectif des démarches, dont l'adresse vous sera donnée à la fin. Au programme de ce jour, nous avons un très riche programme, on va dire. On va commencer par une, euh, une introduction qui permettra de vous préciser ce qu'est le collectif des démarches et comment fonctionnent les démarches bâtiments durables pour ceux qui ne le savent pas encore. Puis nous aurons trois présentations de trois projets de typologies différentes. Donc le restaurant solaire Le Présage à Marseille, l'habitat participatif Gécologie à Sagniac-Sagriès dans le Gard, et puis l'école maternelle Bois-Perrier à Rony-sous-Bois, donc en Seine-Saint-Denis. Ces trois projets ont obtenu une évaluation BD Or dans leurs régions respectives, donc BDM Or, BDO Or et BDF Or. Donc c'est parti. Je vais d'abord laisser la parole à Sylvie Detto, qui est présidente du collectif des démarches Quartier Bâtiment Durable, et en même temps qu'elle est coprésidente de l'association Envirobat Bâtiment Durable, enfin Envirobat BDM, plus exactement, qui est une des associations fondatrices de ce collectif. Donc Sylvie, je te laisse la parole pour nous présenter un peu le collectif. Bonjour à tous et j'espère que vous m'entendez parce que visiblement il y a peut-être des gens qui n'entendent pas le son de Thomas. Donc je voudrais que ce soit précisé je vois ça dans le chat. Donc Alors bonjour à tous. attendez, avant, est-ce que ce problème de son est avéré ou est-ce que A non? Ça a l'air de priori, se on calmer. entend pas mal qui Suivant. t'entendent. Ça a l'air d'aller. Ça a Ok. l'air d'aller. Bon. Donc comme l'a dit Thomas, le collectif Bâtiment Durable et, et, et Quartier Durable est issu de la réunion et de la vocation de jouer collectif au sein de toutes les démarches bâtiments durables qui ont essaimé en France à partir d'Envirobat Méditerranée. Et donc aujourd'hui, le collectif représente à peu près 50% du territoire. C'est BDO, c'est BD Nouvelle-Aquitaine, BD Bretagne, BD Île-de-France et BD Bourgogne-Franche-Comté. Donc pour vous dire qu'on est largement représenté sur le territoire. Et l'enjeu du collectif, c'est de donner une dynamique commune et de faire en sorte que même si la particularité de la démarche BD est d'être déclinée dans son contexte à la fois géographique, socio-économique, l'enjeu d'avoir cette démarche au niveau national et représentative au niveau national, c'est d'avoir un socle commun que l'on va partager et que l'on va pouvoir étayer à travers toutes nos particularités. Donc ça, c'est le principe du collectif. Donc aujourd'hui, il a un conseil d'administration, un bureau, etc. Donc là, c'est l'intérêt de vous dire quelle est la force du collectif au sein de la représentation française, hein. Donc, notre vocation est on a 1235 projets déjà inscrits dans une démarche BD à travers six régions. Notre enjeu, c'est de développer la phase réhabilitation parce que le premier Laotech, ça va être de faire de la réhabilitation qui a un impact moins lourd en termes d'épuisement de la ressource sur le territoire. Donc, c'est notre vrai enjeu, mais ça fait partie de nos démarches. On a
et fait évoluer la démarche BD vers la démarche QD parce qu'on pense que la plupart du temps, le projet BD s'inscrit d'autant mieux que le projet quartier durable a été pensé dès le départ. Et donc, quand on peut initier la réflexion dès la phase quartier durable, eh ben, on facilite la phase bâtiment durable. Bioclimatique et donc low-tech parce qu'on a les bonnes orientations, les bonnes dispositions, etc. Donc, d'où l'enjeu de l'articulation entre le QD et le... Et autre particularité pour ceux qui ne le sauraient pas, donc nous sommes non pas sur un système de comment dire, de validation par tierce partie comme un certain nombre de labels qui existent au niveau français. Nous, on s'inscrit dans la dynamique du SPG, donc qui est une dynamique mondiale. Hein, le système participatif de garantie existe au niveau mondial sous différentes formes. C'est énormément développé dans tout le milieu agricole, Nature et Progrès, etc., les simples et d'autres situations. C'est reconnu quelquefois par le gouvernement, notamment dans nos départements d'outre-mer. Et nous, on est aujourd'hui largement représentés en tant que collectif dans le GIE qui manage la démarche CAP 2030, donc la préfiguration d'une future évolution de la réglementation RE 2020. Et à ce titre-là, on fait valoir et avancer dans les esprits la notion de la richesse du système participatif de garantie. Voilà. Je laisse la parole à Thomas. Ouais. Merci Sylvie. Donc moi je vais résumer très rapidement les fondements de la démarche pour les personnes qui ne la connaissent pas encore. Donc, en fait, cette démarche, elle est principalement appuyée sur un triptyque, donc un référentiel technique qui ne diffère pas considérablement de ce qu'on peut appeler ou ce qu'on peut attendre d'un référentiel en général, si ce n'est que pour le coup, il est appuyé sur un développement territorial, donc avec des acteurs qui représentent l'interprofession dans chacune des régions. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que cette démarche, elle est appuyée également sur un accompagnement humain et technique. Ça, c'est très important. Ça fait partie des grandes particularités de cette démarche. Et puis enfin, autre grande particularité, la présence d'une commission interprofessionnelle à laquelle sont présentés les projets. C'est une commission qui est composée de professionnels bénévoles qui viennent délivrer à la fois leurs commentaires sur le projet et donner des points de cohérence durable. Euh, donc, ce qui est important de noter aussi, c'est que en fait, les projets sont appréhendés de manière holistique, c'est-à-dire que le choix fondateur de la démarche, c'est de ne pas privilégier un axe d'intervention de projet plutôt qu'un autre, contrairement à des labellisations spécifiques sur l'énergie ou la biodiversité. Donc là, en fait, vous voyez les 7 grandes thématiques qui s'organisent autour de cette thématique centrale qui est la gestion de projet. Et pour la démarche quartier durable, du coup, il y a la question de la mobilité des déplacements qui est ajoutée en 8e thématique. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que notre démarche cherche à accompagner le projet tout au long de sa vie, depuis la phase programmation jusqu'à 2 ans après la livraison du projet, de manière à pouvoir vérifier in fine que le comportement du bâtiment est conforme à la conception qui a été mise en place au départ pour répondre au programme. Et donc, assez logiquement, le projet sera présenté 3 fois lors de ces 3 étapes donc de conception, réalisation et d'exploitation ou d'usage. Et à chaque fois sera présenté du coup devant cette commission interprofessionnelle. Il y a aussi des visites qui sont prévues avec les équipes des associations qui portent les démarches. Donc là, au-delà de l'accompagnement, les projets font l'objet d'une évaluation
Donc, c'est une évaluation globale qui est notée sur 100 points. Et suivant les régions, bah, il y a 85 à 90 points qui sont délivrés grâce à l'examen du référentiel technique dont je parlais et 10 à 15 points qui sont délivrés potentiellement par les commissions interprofessionnelles. Donc, ce qui nous donne à la fin un niveau qui peut aller du bronze jusqu'à l'or en fonction du nombre de points obtenus, donc 40, 60 ou 80 points. Donc, comme les trois projets que nous allons regarder aujourd'hui sont BD Or, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 80 points sur cette phase d'évaluation. Alors, pourquoi le collectif s'intéresse au low-tech ou à la low-tech, devrais-je dire, puisque en fait, il s'agit bien d'une technologie low. Alors, certains préfèrent parler de no-tech, de slow-tech, enfin voilà, il y a plein de dénominations, mais bon, disons on est aujourd'hui plutôt raccord sur cette terminologie de low-tech. Euh, En fait, on parle de low-tech principalement parce que, en fait, il y a une convergence très forte entre les démarches bâtiment durable et la posture de low-tech. Donc, on retrouve dans nos référentiels un certain nombre d'objectifs qui sont convergents avec la posture low-tech. Aujourd'hui, le collectif s'est vu confier le pilotage d'un groupe de travail low-tech dans le cadre de CAP 2030, donc ce dont parlait Sylvie tout à l'heure, c'est-à-dire la préfiguration de la réglementation qui viendrait après la RE 2020. Donc aujourd'hui, c'est un travail qui porte plutôt sur l'élaboration d'un cadre de référence, mais en tout cas, donc dans le cadre de ce travail, le collectif est mobilisé comme pilote du groupe low-tech, donc avec trois grands thèmes qui émergent qui sont la juste nécessité, la résilience et l'appropriation. Euh, et puis, cette question de la low-tech fait aussi l'actualité, puisque pour certains d'entre vous, vous avez dû voir passer ce guide qui s'appelle Vers les villes low-tech, vers des villes low-tech. Je m'aperçois que j'ai oublié un S à ville. Je vous prie de m'en excuser. Et donc, ce guide, lui, met en avant 5 finalités de la bibliothèque, donc l'utile, le contextuel, le sobre, le pérenne et le convivial. Alors, je vous ai remis quelques éléments bibliographiques. Parce en effet, en gros, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à penser que la low-tech vient de cet ouvrage principal de Schumacher qui s'appelait Small is Beautiful, qui a été publié, si je ne m'abuse, dans l'année 1973, donc très très peu de temps après le Club de Rome, enfin la publication du Club de Rome sur la limite des ressources planétaires. Donc en fait, c'est pas un hasard non plus si ces deux ouvrages sont apparus dans cette période-là. Je ne peux pas ne pas citer Philippe Biwix, qui est un ingénieur qui est aujourd'hui à la tête de l'AREP et qui a beaucoup œuvré sur la diffusion de l'idée de low-tech. Euh, voilà, vous voyez que il y a un ouvrage assez récent qui s'appelle Sobriété, Résilience, Architecture Low-Tech qui a été préfacé par Philippe Biwix. Et puis enfin, Clément Gaillard, qui a un parcours très atypique, mais qui aujourd'hui a fait un doctorat sur le bioclimatisme et qui a du coup fait cette anthologie pour comprendre la low-tech que je vous recommande chaudement. Voilà, donc ces 4 ouvrages sont aujourd'hui un peu incontournables pour ceux qui s'intéressent au sujet. Et puis, donc, je me suis permis d'extraire un diagramme de Clément Gaillard qui permet de peut-être mieux comprendre la posture dans laquelle on se trouve et pourquoi, justement, on converge aussi sur cette question de low-tech. Donc, on voit que la low-tech s'oppose principalement à une vision high-tech et technosolutionniste, on va dire, et que c'est l'emploi d'une technique qui est appropriée et adaptée au contexte. Donc on voit clairement que l'idée c'est d'utiliser le minimum de ressources pour répondre à des besoins identifiés
Voilà, donc on va s'arrêter là pour l'introduction. Je pense que chacun des intervenants pourra faire partie peut-être de sa propre lecture. Enfin, dire qu'aujourd'hui, le, la définition même de low-tech est pas complètement stabilisée. Et bon, disons qu'elle peut évoluer à des dimensions scalaires très différentes entre une approche philosophique globale qui englobe tout l'acte de la construction ou alors des solutions techniques plus ciblées sur certains aspects. Voilà, voilà. Euh, donc, sans plus tarder, je vais passer la parole aux acteurs du projet Le Restaurant Solaire Le Présage. Mais avant de leur passer la parole, je vais demander à Frédéric Lorsen, donc, qui est directeur d'Envirobat, de l'EDM, Envirobat BDM, attention, c'est vrai qu'entre nous, on dit Envirobat, parce qu'on sait que c'est l'association historique. Mais voilà, donc il y a eu une concaténation entre Envirobat et BDM. Et donc, Frédéric, voilà, je te laisse quelques secondes pour nous expliquer pourquoi tu as choisi le restaurant solaire Le Présage pour représenter justement cette question de la low-tech en région PACA. Merci beaucoup Thomas. Oui, donc ici en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a choisi ce très beau projet du restaurant solaire. Euh, pour d'abord, les premières raisons, c'est ce qu'il apporte en termes de sobriété, de low-tech, on va dire plutôt, parce qu'il va vers des démarches, on va dire, plutôt bioclimatiques, en favorisant plutôt des démarches passives, en favorisant évidemment, vous allez le voir, du biosourcé. Donc ça, évidemment, ça nous est cher et on pense que ça va tout à fait dans le sens du low-tech. Et puis peut-être pourquoi un peu plus ce projet que d'autres, parce qu'il y en a d'autres aussi qui engagent ces démarches-là, c'est que le projet, vous allez le voir, déborde largement sur l'aspect constructif et va au-delà du bâtimentaire, puisque l'aspect low-tech s'applique aussi à la démarche de ce restaurant dans sa production, voilà, dans ce qu'il fait, puisqu'il va favoriser aussi, Pierre-André le dira mieux que moi, tout ce qui est agriculture locale, donc produit sur site et cuisiné sur site. Et le plus extraordinaire, c'est que les cuissons sont faites avec l'énergie solaire et finalement des systèmes qui sont assez simples. Voilà, l'utilisation du solaire pour la cuisson. Donc voilà, c'est cet aspect qui déborde du bâtiment qui m'a beaucoup touché. Et donc je vais laisser l'équipe, donc Pierre-André, voilà, le restaurateur du présage, Jérôme Solari, l'architecte, et Sébastien Mochi, la compétence VDM, vous parler de ce faux projet. Pierre-André, c'est à toi. Ben, merci beaucoup. Alors, j'ai envie de vous parler un petit peu de la genèse du projet. Moi, je suis ingénieur dans l'aéronautique. J'ai fait travailler pour pas mal d'entreprises de ce domaine. Et puis, il y a 15 ans, j'ai fait un CAP de cuisine pour faire de la cuisine. Et voilà, j'ai appris le métier. Et évidemment, j'ai eu envie de faire un projet qui me ressemble. Et ça a été de se dire comment faire de la cuisine, évidemment avec des produits locaux mais également avec de l'énergie locale. L'énergie locale à Marseille étant le soleil, c'était logique de se dire, ben, on va faire un projet avec de l'énergie solaire, en fait de cuisiner à l'énergie solaire. Et ça n'existait pas à cette époque, donc il y a 10 ans où j'ai lancé le projet avec l'équipe de Doudingue que vous voyez à l'image. Et donc, l'idée, c'était vraiment de faire ça. Et pourquoi cuisiner avec du solaire? Parce qu'il y a une poésie et souvent dans les low-tech, il y a une très belle poésie. L'idée qu'on a, c'est de concentrer la lumière grâce à des grands miroirs, donc c'est ce que vous voyez, des grands miroirs qui vont concentrer la lumière à l'intérieur de la cuisine. Donc la deuxième image, c'est une image qui permet de voir que la lumière en fait va traverser le mur, rentrer à l'intérieur de la cuisine, à l'intérieur du fourneau. Et le deuxième miroir renvoie la lumière vers le haut, sous une plaque en fonte. Et en un peu plus d'une heure, cette plaque en fonte dépasse les 400 degrés en son centre. Et donc, on a un feu fort au milieu de cette plaque en fonte qui fait à peu près 1 mètre par 60 centimètres. Et on peut cuisiner au milieu un feu fort, sur les côtés les autres températures. Et c'est ça le début. Je vous ai mis dans le chat la vision d'artiste d'Olivier Nat,
qui est à la base aussi du projet avec moi, avec qui on a travaillé ça. Et c'est un peu cette vision-là, de comment on fait quelque chose de beau qui raconte le futur, mais qui est à la fois sobre, intelligent et qui fait évidemment la part belle au low-tech parce que il y a une forme il y a une forme d'un peu à la fois de sobriété que j'aime, de minimalisme. Mais il y a surtout beaucoup, beaucoup d'intelligence, et c'est sur ça que j'aimerais revenir dans le schéma partagé par Clément Gaillard et Thomas juste avant. Il y en a un qui fait référence à la matière grise utilisée dans les low-tech. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que pour réussir un projet low-tech et être vraiment pertinent, ben, ça demande beaucoup de conception, beaucoup d'intelligence, et c'est ce qu'a mis toute l'équipe. Et c'est parce qu'on a eu ces moyens-là, à la fois avec Jérôme et Sébastien, mais aussi les moyens parce que financement de l'ADEME et de la région au niveau de la conception. Je vous passe la main. Jérôme, à Ouais, toi. je vais prendre la suite pour vous parler un peu de la conception qui est d'abord conjointe, hein. Je suis l'architecte, mais en fait, dans ce projet, il y a eu beaucoup d'intervenants qui ont enrichi le projet. On va en parler. Moi, j'ai fait équipe avec le bureau d'études biodynamique UE, euh, qui m'a aidé dans ces aspects, parce que c'est quand même un projet très technique et ils ont une intervention importante. Sébastien Rissman et surtout Armand Dutrex, qui est aujourd'hui à la retraite, que beaucoup connaissent. Et donc ça a commencé évidemment par une conception bioclimatique, mais auparavant par une demande du maître d'ouvrage qui était de concevoir un bâtiment sur un terrain qui est un peu un délaissé d'une zone dans laquelle il y a beaucoup d'universités, là au nord de Marseille, qui est la zone de Château-Gombert, et de penser un projet qui était bioclimatique, qui pouvait être reproductible sur d'autres terrains et qui était joint à une dynamique de revitalisation du site via un jardin nourricier. Et donc le projet, c'est vraiment à la fois l'utilisation de l'énergie solaire sous toutes ses formes, mais aussi la mise en place d'une vraie démarche sur le terrain qui nous était donné avec la création de ce jardin qui, à terme, devrait nourrir en partie le restaurant. Le cœur rayonnant qui a été conçu comprend, si tu veux revenir sur les premiers croquis, là, s'il te plaît, Thomas. Je ne peux pas revenir. Tu peux pas revenir. Alors, attends que je te demande, je te demande de passer. Euh, le cœur qui a été conçu, qui est sous cette forme en forme de feuille, comprend la cuisine, une partie de la salle de restaurant et surtout l'axe solaire sur lequel sont calées les paraboles dont Pierre-André vous a expliqué le fonctionnement. Et ensuite, on a des ailes qui sont tramées, qui permettent d'une certaine façon de s'adapter un peu à tous les types de terrains. C'est ce qui a donné la forme en plan que vous avez sous les yeux, mais c'est ce qui a donné aussi le principe de conception bioclimatique qui fait qu'on a multiplié les façades sud. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, tout le monde sait ce qu'est la conception bioclimatique, je crois, dans ce groupe. En tout cas, c'est un des aspects importants du projet, puisque l'objectif, avant tout, c'était d'utiliser le solaire sous toutes ses formes. Donc, on a parlé de cuisine, on a parlé de système technique, on parle bien sûr d'apport solaire passif maximal, peut-être tu peux passer à la coupe, apport solaire maximal en plan, mais aussi c'est ça qui a donné la forme au bâtiment, puisqu'on avait une contrainte en coupe de favoriser au maximum l'apport solaire pour que le soleil arrive le plus grand nombre d'heures dans la journée sur les paraboles. Et donc, ça a déterminé fortement la forme du bâtiment, qui, bien sûr, vient être complétée par une conception bioclimatique recherchée dans tous ces aspects. Voilà, on passe au suivant. Ça donne un bâtiment qui a une forme assez atypique, mais qui est vraiment dicté par le solaire, hein. C'est avant tout ce qu'on a recherché dans ce projet et ça a demandé pas mal de jus de cerveau, j'avoue, à tout le monde. On reconnaît le noyau central et les ailes dans lesquelles on trouve à la fois des bureaux, mais aussi la salle de restaurant et tous les locaux techniques, avec une forme qui mise avant tout
sur la diffusion solaire et tout a été construit géométriquement là-dessus. Voilà une vision de la salle. Vas-y, suivant. Et de la terrasse, puisqu'on est à Marseille, on a peut-être, tu vas un peu vite, on a un prolongement extérieur qui est important. On a parlé du jardin, mais évidemment, c'est lié aussi à l'activité du bâtiment qui est un restaurant et la salle qui est le complément de celle qu'on trouve au cœur du projet est complétée par la terrasse et permet une communication directe avec le jardin et une utilisation, je dirais, 6 mois dans l'année, quoi. On y va. Donc, un jardin qui a été fait par l'équipe de Safran, sur lequel on peut revenir peut-être dans les questions, et la présence d'une équipe avec des entreprises très impliquées et des intervenants successifs, je l'ai dit, qui ont enrichi le projet. En particulier, la présence d'un AMOQE, la présence de Aiki qui a été un maître d'œuvre d'exécution qui m'a un peu poussé dans mon retranchement au début du chantier pour changer certaines solutions pour aller encore plus loin dans la mise en œuvre de matériaux biosourcés. Et vas-y, continue. Et la mise en œuvre de matériaux issus donc biosourcés, on est en grande partie en bois. On a des parties en béton pour tout ce qui est murs, dalles et parties techniques, mais la majorité du bâtiment a été réalisé en structure bois, isolant bois, matériaux biosourcés à fond. Et on le voit du chanvre-banché projeté en remplacement de ce qui a été prévu initialement en ossature bois et laine de bois. Donc ça, c'est Thomas Daiki qui m'a un peu poussé là-dedans. On a changé le DCE au début du chantier. Moi, je trouvais que c'était à la fois complémentaire de notre démarche initiale de conception, mais aussi qu'on poussait le bouchon un peu plus loin. Et on est allé encore plus loin en intégrant de la terre du site dans des briques de terre crue qui étaient prévues initialement dans la salle comme des petits murs trombes, mais qui n'étaient pas prévus en enduit intérieur. Et ça a été réalisé un peu dans la pagaille souvent, mais finalement, au final, ça marche bien et ça a permis une livraison du bâtiment optimisée. Voilà quelques images de la. Je laisserai Sébastien dire un mot peut-être un peu plus sur les matériaux, quelques images de l'équilibre entre le bois, quelques images du chanvre projeté sur l'ossature bois. On voit qu'il y a vraiment un équilibre entre béton, bois et matériaux biosourcés qui a été recherché vraiment en complémentarité de toute cette réflexion sur le solaire. C'est important pour nous d'utiliser au maximum les ressources du site, mais d'être au maximum en biosourcé, bien sûr. Là, vous avez un exemple du détail qui a changé en début de chantier suite à ce changement de complexe de mur bois, de ossature bois en chanvre projeté. Également, une équipe qui s'appelle Anatomie d'architecture que certains connaissent puisqu'ils ont publié un ouvrage intéressant sur les bâtiments écologiques et c'est des jeunes architectes qui mettent la main à la pâte, qui ont monté une boîte et qui ont fait réellement comme des maçons toute la partie terre, aussi bien enduit que briques de terre crue. Voilà. On poursuit peut-être Sébastien, tu veux Oui, dire un mot sur la ouais. suite? J'en profite pour prendre la main rapidement. Oui, moi je voulais avant de parler des équipements low-tech, c'est de reparler de la démarche projet. Là-dessus, on est vraiment sur une intelligence collective, comme on aime chez BDM, hein. Nous, on est arrivé sur le projet en 2018 en tant qu'AMOQE et on a travaillé avec quasiment tous les intervenants. Donc ça va de paysagistes à Jérôme Solari qui est architecte là-dessus. Il y a eu aussi un travail important sur le financement de ce projet qui est aussi collaboratif et c'est un projet de longue haleine, commencé en 2018, des financements de l'ADEME, des financements de la région, de l'État, de tout le monde. On a participé à tout ça pour aboutir à des études de conception, le Covid qui est au milieu, qui arrive au milieu. On a relancé tout ça, on a pédé après le Covid et enfin les travaux ont eu lieu l'année dernière, ça a été livré cet été. Donc c'est vraiment un super travail d'intelligence collective. Et si on en revient aux équipements, ils suivent la démarche low-tech qui est faite sur les matériaux, hein, les équipements. On a des équipements low-tech avec un usage qui est simple, c'est-à-dire, on le voit très bien sur les photos, on a une lumière naturelle qui marche très bien.
On a des ombres aussi, une protection solaire qui fonctionne très bien aussi, on l'a vu depuis cet été. Une ventilation naturelle qui est faite manuellement, d'ailleurs avec une longue rallonge qui a été fabriquée sur place, qui permet d'ouvrir les oscillobattants là qui sont en hauteur. Ça permet aussi de ventiler la nuit. On a un complément avec une VMC ce que vous voyez, c'est de grandes chaussettes sur les photos qui n'étaient pas en marche au mois de mai, mais qu'il a été par la suite cet été, qui est un adiabatique de vraiment de grand gabarit. Hein. C'est un des plus gros systèmes que j'ai jamais vu. Ça, il y a tout un adiabatique sur la salle de restauration qui permet un rafraîchissement de l'ordre de 3 degrés. Donc c'est un fonctionnement, on va le voir après en conclusion avec Pierre-André, qui a bien fonctionné cet été. Hein, on est bien dans le bâtiment. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que vous l'avez compris, c'est un restaurant. Donc, le besoin numéro un, c'est l'eau chaude sanitaire. Là-dessus, on est sur des dual sun, hein, des PV hybrides, c'est-à-dire qu'il y a une production d'eau chaude sanitaire et de la production d'électricité. Et ensuite, on a une petite chaudière bois de 30 kilos qui permet un appoint d'eau chaude sanitaire l'hiver et de chauffer un peu le bâtiment. Je pense qu'elle est même surdimensionnée, qu'on va très peu chauffer avec, parce que le bâtiment fonctionne vraiment très bien quand il fait beau. Et après, le reste, c'est assez classique, hein, avec des luminaires LED partout. Voilà pour la low-tech. Et après, vous avez une partie des intervenants ici, mais ils sont bien plus nombreux, qui ont pu intervenir, ont eu la chance d'intervenir sur ce très beau projet. Peut-être une conclusion de Pierre-André sur le premier usage cet été. Voilà, c'est ce que j'allais lui proposer de faire. Avec plaisir, et ça me permet de rebondir à la question de Kwang. En fait, l'USA cet été fonctionne bien. On est sur une capacité de 50-60 couverts intérieurs autant extérieurs, sachant qu'évidemment, quand il fait beau, les gens sont plutôt à l'extérieur et inversement. Et donc en fait, on a eu besoin de mettre en route le système de rafraîchissement adiabatique. Donc, ça fonctionne sur le principe de la serviette humide et du ventilateur, et donc en fait de l'évaporation de l'eau. L'air va passer à travers une membrane humide, donc par l'évaporation de l'eau, un peu comme nous quand on transpire, on va introduire de l'air frais qui est rafraîchi, donc de l'air frais humide à l'intérieur du bâtiment. Et c'est très intéressant parce qu'on va, selon l'humidité relative, descendre de 5 à 10 degrés, mais surtout on humidifie l'air. Et donc finalement, le ressenti est plutôt agréable, puisque quand on a de l'air humide, comme on le voit en montagne, s'il fait très sec, on n'a pas froid, s'il fait humide, on a froid. Et donc c'est ça qui s'est passé. Et nous, ça nous a permis de passer l'été, sachant que l'installation n'était pas totalement terminée. Il n'y avait qu'une partie qui était réalisée, et il y avait encore du calorifugage des conduits en toiture à réaliser. Donc ça veut dire que on a réussi à passer le premier été et que déjà nos convives se sentaient à l'aise, et que on a bon espoir que les performances soient bien supérieures, puisqu'on aura une deuxième partie à l'intérieur du bâtiment pour souffler un peu plus et vraisemblablement un air plus frais. Donc voilà, c'est ça qui est assez fou. Et surtout, c'est que c'est en lien avec comment ça s'appelle, la paroi béton de chanvre qui, elle, permet de transpirer aussi. Et donc, comme on met de l'humidité à l'intérieur du bâtiment, finalement, la paroi transpire elle aussi et rafraîchit, donc c'est assez chouette. Moi, je voulais mettre un mot de conclusion ce qui s'est passé sur ce projet. C'est cet enrichissement en fait graduel. On sait bien que nous, architectes, dans un bâtiment durable, on est un acteur un peu au centre de la chose, mais s'il n'y a pas un maître d'ouvrage volontaire et qui apporte sa bille, et là en l'occurrence l'objet même du projet était déjà très ambitieux, et s'il n'y a pas des entreprises derrière qui jouent le jeu et des intervenants qui rentrent dans l'esprit, ça marche pas. Et l'intérêt de cette démarche BDM, souvent, et je l'ai observé dans plusieurs projets, c'est que en annonçant ce qu'on fait en phase conception, en l'expliquant aux entreprises, on a une dynamique qui se met en place, qui génère quelque chose qui aboutit à des bâtiments comme ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est sans doute peut-être
l'apport le plus important de la démarche, qui est celle de mobiliser tout le monde autour d'un objectif commun qui fait qu'on arrive à des bâtiments aussi agréables, performants et confortables. Merci à vous. Merci à tous les trois pour ce partage vraiment très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Frédéric, est-ce que tu as choisi la question ou les deux questions que tu souhaiterais transmettre à nos intervenants? Alors, il y avait une question intéressante, si je peux en perdre plus que deux, mais il y a une question sur les protections solaires à la mi-saison. On voit bien que le bâtiment fonctionne très bien au solstice d'été et à la mi-saison, du coup, comment, voilà, je trouve que la question me semblait intéressante sur la géométrie des protections solaires, de la fleur ou de la feuille, je sais pas. Alors la problématique de ce projet, c'est qu'effectivement, géométriquement, c'était très complexe, parce que la priorité, c'était d'abord de laisser le soleil arriver aux paraboles, et qu'on a essayé quand même d'offrir cette grande façade vitrée pour avoir un maximum de solaire passif et un volume intéressant dans le noyau. Ça engendre effectivement des problèmes d'ouest en particulier, d'apport solaire à l'ouest en mi-saison qui peuvent être compliqués. Moi, j'ai tenu à ce que les pignons, enfin les retours de cette façade soient vitrés parce que ça permettait d'ouvrir largement le volume. Et c'est un peu la raison pour laquelle on a ces prolongements des nervures de la feuille qui sont agrémentées de protection solaire, qui marchent assez peu, il est vrai, quand on a un soleil bas plein ouest, mais qui, combinées finalement aux ailes, limitent la casse. On va voir l'usage que ça donne. Ça, a priori, en été, ça n'a pas généré de surchauffe. On va voir en automne si ça en provoque une ou pas, mais l'équation protection solaire n'était pas évidente. Et elle a généré d'ailleurs la mise en place de cette galette intermédiaire au milieu de la façade qui reprend la hauteur des ailes parallèles et qui joue aussi un rôle sur les vitrages du bas du noyau. Merci. Une autre Moi, je petite voudrais question pour rajouter, c'est Pierre. que je peux vous dire que Oui. là, il y a la semaine dernière, Marseille, il a fait un petit peu chaud et on a été obligé de remettre en route la diabatique parce qu'il faisait trop chaud à l'intérieur du bâtiment. Enfin, trop chaud. C'est pas non plus très très chaud, mais bon, voilà, un tout petit peu. Et j'ai vu une question, quelle est la température atteint maximum en intérieur? Je sais plus exactement, mais je peux vous dire qu'on a instrumenté le bâtiment et qu'on est en train de récupérer toutes ces données pour pouvoir les partager. Ouais, ça fait partie d'ailleurs des demandes de la démarche BD et des démarches BD d'avoir effectivement ces retours d'expérience en phase d'usage. Le projet devrait bientôt passer sa phase réalisation dans le mois qui suit. Peut-être une question assez simple, c'était ce restaurant est destiné à qui et quels étaient les coûts du restaurant Pierre-André? Le restaurant est destiné à des gens qui travaillent autour le midi. On a un menu à 25 euros, plat dessert, café. Et voilà, plutôt cadre et gens qui aiment bien manger, parce qu'il y a un Crous, donc un restaurant étudiant à côté, donc on n'est pas pour les étudiants. Le coût global, le bâtiment, on atteint quasiment 1 million d'euros. Le coût global du projet, acquisition honoraire, gestion de projet et tout ça, on est à 2 150 000. Merci Pierre-André. Ce qu'il ne dit pas aussi, c'est qu'il y a des restaurants, le présage mobile, Alors, qui tournent pas tout. depuis plusieurs années et donc qui fait que le présage commence à être un petit peu connu sur Marseille. Alors, Et on n'est pas des restaurants mobiles parce qu'aujourd'hui, la technologie qu'on oui, utilise est oui, trop compliquée à bien sûr. déplacer. Simplement, pour réussir euh, cette, euh, ce tour de force incroyable de réunir le financement et de réussir à faire ce bâtiment-là, hein, le faire exister. Ben, il a fallu se faire connaître et trouver les moyens d'eux. Et donc, on avait créé une guinguette qui existe encore aujourd'hui, qui nous a permis de nous faire connaître. Et voilà, c'est un gros développement sur plusieurs années pour juste convaincre de la viabilité d'un tel projet, malgré les coûts ben, importants d'un tel bâtiment. Ouais. Juste en Et termes de coût, pour que tout le monde comprenne, on est autour de 3 500 euros hors taxe du mètre carré. Et pour On est compléter, sur un petit objet, hein, faut On pas, est plutôt à faut pas 5 000 € l'oublier. le mètre carré, hein. Pardon?
est plutôt à 5 000 € le mètre carré. Non, mais toi, tu prends en compte tout le budget, mais si on prend Mais non, que un le million coût de d'euros. construction, on est à 850 000 euros hors taxe en coût de construction, ce qui nous donne à 900. peu près 3500 au mètre carré. Donc, C'est juste parce que c'est ces chiffres-là en général qu'on donne pour apprécier On donne effectivement. le Ouais. tout à coût de fait. construction. Pierre-André parle 900 avec le foncier, la maîtrise d'œuvre, etc. Et pour finir, c'est un projet qui est financé par son côté exemplaire, hein. On a une subvention de l'ADEME pour commencer par rapport au côté innovant et exemplaire. Ça, c'est vraiment important. C'est ce qui permet de démarrer fortement là-dessus. Et on a une belle subvention de la région aussi dans l'ancien cadre qui s'appelait bâtiment exemplaire. Voilà. Et d'autres financements, du crowdfunding, etc. Voilà, c'est vraiment un projet qui a été très bien accompagné aussi et qu'on a développé avec Benjamin pour avoir ces subventions sur lequel on est encore dessus et qui permet de financer en partie ce beau projet. Et peut-être une dernière question, si je peux me permettre, qui sera double. C'est la dernière. Dans le chat, on avait aussi des questions sur est-ce que vous avez rencontré des difficultés avec les bureaux de contrôle sur les aspects biosourcés? Et est-ce que vous avez pu faire une évaluation carbone du projet s'il rentrait dans les RE 2020? Voilà. Alors, il y a un bilan carbone qui a été fait par le bureau d'études biodynamique QE, qui est assez récent. On l'a pas encore tous digéré. Le point un peu étonnant, c'est que le passage au chanvre n'est pas du tout valorisé dans ce bilan. Alors, ça tient à la prise, à des informations qui sont, en particulier sur les systèmes techniques, qui sont pas encore vraiment déclarés en FDES et qui, du coup, ont un peu plombé le calcul. Mais c'est un retour assez étonnant, j'avoue, et qu'on ne comprend pas encore vraiment. Il va falloir discuter de ça, je pense, en commission et regarder de près. Et la première question, c'est quoi? Je me souviens plus. C'était sur les bureaux de contrôle et Sur les est-ce bureaux de qu'il y a eu des contrôle. difficultés sur Ouais. l'usage des On a biosourcés? été accompagné par Alp Control là, sur ce projet et j'avoue qu'ils ont été plutôt accompagnants et il n'y a pas eu de questionnement particulier. La seule chose, c'est que d'un point de vue, il y a certains aspects sur le fonctionnement du four solaire où on frise la limite de l'expérimentation et on a calé les choses entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage pour partager, je dirais, les responsabilités sur ce truc-là, en sachant que comme on a un rayon solaire qui traverse une vitre, voilà, il y a des questions qui se posent qu'on n'a jamais, et l'un et les autres, expérimenté. Donc, sur ce type de bâtiment, on est souvent dans des contextes comme ça où on est un peu à la limite de l'expérimentation. Sur l'utilisation de la terre du site, ça a été aussi le cas, puisque le, la mise en place de l'enduit intérieur était sortie du marché pour éviter d'avoir une complication assurantielle là-dessus et du bureau de contrôle. Voilà, c'est le maître d'ouvrage qui prend en direct la décision de faire ça et il a mandaté en direct en dehors du suivi de chantier. Et je rajoute que pour la partie pompier, ça a été facile parce que ben, en fait, il suffit que tout le monde puisse s'évacuer, donc on n'a pas eu de soucis en termes de permis. Je vous remercie beaucoup à tous les trois. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas pu prendre et je pense que clairement ce projet mériterait d'avoir de plus longues explications. Je vous invite donc à aller en commission BDM pour assister à la présentation du projet qui sera un tout petit peu plus longue et qui permettra aussi de poser des questions. Et puis je pense qu'il y aura d'autres occasions. Je pense que c'est le cas aussi des trois projets qui mériteraient largement plus de temps. J'en ai discuté avec Yves Perret et Robert Seller qui vont intervenir du coup pour présenter le projet Gécologie en plus du maître d'ouvrage qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui et qui sera représenté par Hélène Perrier et Laurent Aubin. Et je vais passer tout de suite, sans plus attendre la parole, à Christophe Prino, qui coordonne la démarche QDO, BDO pour Envirobat Occitanie et qui va nous expliquer le choix de ce projet. Merci Thomas. Alors pourquoi nous avons sélectionné ce projet? Donc il faut savoir qu'Envirobat Occitanie a pour vocation de contribuer à la réduction de l'empreinte environnementale des bâtiments et des quartiers en Occitanie.
Et de ce fait, nous travaillons sur le bâti existant, mais aussi à l'échelle du neuf pour davantage de bâtiments exemplaires. Depuis toujours, la frugalité est un fil conducteur de nos actions et s'ancre dans notre démarche BDO. La conception et la réalisation de bâtiments frugaux fait souvent l'objet d'une démarche participative intégrant les futurs usagers. Elle instaure aussi, dès l'amont, une collaboration bienveillante entre tous les acteurs du projet. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons sélectionné l'habitat participatif et l'écologie, puisque le sujet de la frugalité et de la low-tech fait partie de l'ADN de ce projet et de ses acteurs. Et vous allez le voir, l'équipe projet est allée très loin sur tous les curseurs de la démarche BDO. Il faut savoir qu'il y a une douzaine de projets d'habitat participatif en démarche BDO. C'est encore trop peu dans le monde du logement, on trouve, mais ce webinaire, c'est aussi l'occasion de démontrer par l'exemple qu'il est tout à fait possible de répondre à des besoins programmatiques en y intégrant une dimension environnementale low-tech poussée tout en mobilisant une multitude d'acteurs. Je vais vous laisser découvrir ce très beau projet BDO Or, avec les témoignages de Hélène Perrier et Laurent Aubin qui représentent la coopérative d'habitants, Yves Perret, l'architecte, et Robert Seller qui les accompagne avec la démarche BDO. Alors, Hélène, à toi de jouer. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Laurent, tu peux aussi te présenter. Oui, bonjour. Peut-être, ouais, Laurent, tu vas peut-être commencer sur le pourquoi du comment de ce projet d'habitat participatif. Nous, c'est vrai qu'on est rentré dans le projet alors qu'il était déjà bien entamé, hein. Donc moi, j'ai rencontré le projet en fait en tournant un film sur le projet. Et j'ai passé un week-end à faire parler le groupe, les gens du groupe, devant la caméra. Et en fait, ça m'a de suite parlé. Et ça répondait à pas mal d'attentes que j'avais sur trouver un logement pérenne et puis le côté habitat durable et coopérative d'habitat où on n'est pas propriétaire, on trouve une autre solution pour avoir un habitat pérenne qu'être propriétaire, quoi. Voilà. Moi, de mon côté, c'est vrai que du coup, j'avais besoin d'aller un peu plus loin dans dans la cohérence avec mes valeurs, et notamment sur les valeurs écologistes écologiques, pardon. Quand on parle de durabilité, je vois effectivement, voilà, démarche quartier bâtiment durable, et la question du low-tech, elle va se poser très très vite. Si on veut quelque chose de durable, on veut quelque chose du coup qui soit compréhensible par les occupants, qui soit facilement réparable et qui soit pas avec une technologie qui nous échappe. Donc, c'est effectivement un enjeu en fait de rejoindre un habitat qui avait pour valeur forte des valeurs en fait de durabilité et de pencher vers la sobriété, parce que vraiment pour moi c'est complètement en lien le low-tech et la sobriété, c'est on va en lien, on a un besoin et comment on répond à ce besoin sans faire tourner effectivement des solutions qui sont imaginées par des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on va de toute façon avoir des difficultés pour ne serait-ce que réparer ou faire appel à des entreprises spécialisées, etc. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de pouvoir à un moment donné avoir aussi une maîtrise de son habitat avec l'enjeu de la réduction de l'empreinte carbone. Voilà, hein, pour rappel, on doit passer de 10 tonnes à 2 tonnes, donc c'est voilà, divisé par 5, c'est pas évident. Euh, voilà un peu les raisons de tout ça et le groupe d'habitants qui est réuni en coopérative a vraiment ces valeurs-là qui sont ancrées. On dit on est en chemin vers la sobriété parce que bah, vous avez vu, là, par exemple, il y a pas mal de voitures thermiques encore. Donc l'idée, c'est effectivement d'avancer petit à petit là-dessus en milieu rural. Voilà, Yves, ouais. Voilà, je prends la suite. Oui, donc là, vas-y. vous avez la photo aérienne qui montre que la première chose qu'on voit, c'est la production électrique solaire. Voilà. Je voudrais d'abord remercier nos prédécesseurs pour ce magnifique projet. On n'a pas souvent l'occasion de voir ce genre de choses et moi, je trouve ça impressionnant. Merci, merci à eux. Et en plus, ils font la démonstration que la question technologique n'est pas une question technologique, en fait, mais une question culturelle.
et qu'à société dure correspond une technologie dure qui écrase les noisettes avec des marteaux pilons, et une société soft, attentive, low, correspond des technologies low, sachant qu'on n'est pas au bout, parce que finalement, comme vous pouvez le voir sur la photo, on n'a pas fait un ensemble de tentes ou un ensemble de cabanes. Non, on a continué à construire en dur, alors que peut-être un jour on construira en mou, et que ce jalon, finalement, sur ce chemin, a permis d'avancer quelques suggestions. Donc, avec des suggestions qui commencent au niveau du programme, avec des espaces mutualisés qui ont permis de faire des espaces personnels privés un petit peu plus petits, un peu plus concentrés, avec des équipements communs, des machines à laver, 3 machines au lieu de 11 pour les 11 logements, avec le congélateur qui est commun, avec la casanou que vous voyez en photo sur la gauche, qui est un espèce de séjour partagé, équipé d'un petit atelier de bricolage, d'une cuisine et d'un petit service, et qui est par ailleurs ouvert sur le quartier, ce qui est quand même pas banal. Photo suivante. Avec cette idée, en fait, que les choses dans les discussions, euh, nous, quand on parle de méthodologie, nous, on rigole, en fait, parce qu'il y a une espèce de vitalité de la vie qui fait que les choses se bousculent, se décident, se partagent dans une espèce d'intensité qui n'est pas seulement écouter les habitants, parce qu'il faut aussi bousculer parfois les habitants, se laisser bousculer soi-même par les habitants, dans cette espèce de tentative de sortir, comme ce dessin le montre, des schémas tout faits qui voilà, brisent un peu les typologies que l'on connaît. Photo suivante, pour déboucher sur photo suivante, s'il vous plaît. Voilà, qui permet de déboucher. Là, par exemple, vous avez des dessins. Ça va. Non, il ne faut pas en passer deux, s'il vous plaît. Eh oui, mais c'est ça, c'est en fait, je Oh, pense qu'il y a eu un temps de latence. Alors, 2 petites secondes parce que pour le si tu coup, peux revenir en C'est pas possible arrière. que ce soit nous qui appuyons sur le bouton parce que ça donnera du non, rythme. non, 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 non. Bon. Voilà, celle-là, merci. Ouais. Oui, donc cette photo-là qui montre que pour chaque habitant, pour chaque lieu particulier, pour chaque logis, vous avez tout un tas de tentatives, d'ajustements, de succession d'essais qui permettent de s'ajuster à la particularité de chacun, en même temps que les discussions générales permettent d'ajuster au groupe, d'ajuster au lieu, naturellement, d'ajuster aussi un, un imaginaire. C'est évidemment très important parce que bien sûr, dans les critères qui sont mis en place aujourd'hui, la question de la beauté n'est jamais posée, la question de la poésie n'est jamais posée. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font impasse, aussi bien dans les bilans énergétiques. Là, bon, le texte est un peu long, vous l'aurez quand vous le recevrez. Photo suivante. Avec, si vous voulez, des choses qui concernent aussi bien la question du sol. Nous arrivons sur un terrain habité, habité par des petites bêtes, habité par des arbres, habité, voilà, il y a déjà plein d'habitants. Et le respect du passage de ces habitants et de la vie de ces habitants est important. On est cohabitants de ces personnes-là, si on peut dire, des bestioles visibles et invisibles dont on a intérêt à ménager l'existence autant que faire se peut, protéger. Photo suivante. Avec des choses qui naturellement sont centrées sur le bioclimatisme, l'exposition. On avait la chance d'être sur un coteau sud
avec comme vous le voyez dans le plan masse, un habitat en 3 bandes qui permettent à chacun d'avoir le soleil adéquat, de bénéficier de quelques arbres, de bénéficier de la pente, avec aussi des choses qui concernent les erreurs, parce que les erreurs font partie de la vie, elles ne sont pas un drame, elles sont une occasion d'imaginer. Vous voyez à gauche, correction d'une de mes erreurs, avec un effet Venturi magistral dans l'escalier qu'on a corrigé et qui a permis d'introduire, par exemple, un brise-vent dans la partie haute, là où je suis sur l'échelle, par des bois cueillis dans une forêt d'un ami. Photo suivante. Donc, avec des choses qu'on n'arrive pas à faire, parce que précisément la bousculade culturelle est trop importante. Par exemple, les salles de bain, un seul robinet, bon, ça c'est pas fait, on n'a pas réussi à le faire. Mais par contre, on a réussi à faire, photo suivante, des, euh, des introductions. Alors certaines ont été ratées, comme par exemple l'isolation sous la dalle avec du liège, récupération de bouchons. On n'a jamais pu le faire admettre au bureau de contrôle, malgré un essai grandeur que vous voyez sur la photo et qui a été remplacé par du mise à port, du verre expansé sous la dalle. Photo suivante. L'ensemble est naturellement fait avec bois locaux, isolation bois, couverture plantée, ventilée en sous-face, plâtre, feuilles de plâtre mises sur des ossatures bois. Donc, d'ailleurs, le fournisseur n'a pas réussi à livrer tout. Ça n'en est pas une demande aussi importante. Avec un système de ventilation manuel voilà, dont Robert dira sans doute 2 mots. Photo suivante. Euh, Quelques économies sur des sujets dont on ne parle jamais, la surabondance de cuivre dans nos projets, comment on peut se débrouiller pour en économiser au moins un peu en mettant les interrupteurs au plafond et en faisant des commandes à ficelle. On n'a pas pu le faire partout parce qu'on s'est heurté à des résistances culturelles de l'électricien, par ailleurs fort sympathique, hein, qui a essayé de le faire à certains endroits. Les tirettes dont vous voyez l'extrémité sur la photo, qui a été pas tricotée par la grand-mère, mais récupérée sur du bois de cade du quartier. Photo suivante. La potière qui s'est mise au boulot, parce que bah voilà, on est plus voisin de la potière que de Jacob de Lafont. Et voilà, c'est une façon simple de régler ces questions. Des ateliers de participation des habitants sur quelques enduits de terre, photos ou des couleurs de terre. La fabrication du capteur solaire, l'autofabrication par les habitants du capteur solaire de la cuisine, la production solaire centralisée par groupe, par bande sur les toits, le petit poêle dont on n'est pas arrivé à trouver des puissances suffisamment basses, hein. On avait besoin de 2 kilowatts et là ils font 4. Le traitement des eaux pluviales avec l'écoulement, récupération dans ces espèces de tonneaux d'eau de pluie et l'évier à 2 trous, parce qu'il n'y a aucune raison de traiter l'eau de lavage de la salade comme on traite l'eau savonneuse pleine de gras et de crasse. Donc des choses banales, enfin simples à faire. Photo suivante. L'accueil des animaux, déjà simplement en ne diffusant pas de poison, en ne murant pas la propriété, en laissant toutes les limites ouvertes aux humains comme aux animaux. Enfin, ça paraît être la moindre des courtoisies. Voilà, j'ai essayé de faire vite. Oui, alors je suis désolé Yves pour cette course. Cette course, c'est là qu'on prend conscience que le quart d'heure est sans doute insuffisant. Tu me laisses Je une vais minute? Oui, ben, il reste encore. Alors, c'est moi qui vais présenter la séquence suivante rapidement.
on va essayer d'aller très vite. Premièrement, diapo, s'il te plaît. Voilà, donc les chiffres parlent. Il n'y a pas que les chiffres. Vous avez aperçu que la qualité du projet, c'est pas que les chiffres, mais les chiffres parlent. On est en très basse consommation chauffage, à la fois avec une très faible consommation de bois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 1,5 tonne de bois pour 11 logements, c'est très peu. Ça fait des ratios. Ça parlera plutôt aux architectes et aux ingénieurs de moins de 10 kWh par mètre carré par an. Et puis aussi, il y a donc quelques granulés consommés dans la Casanou et des pistes sèche-serviettes qui sont à moins d'1 kWh par an pour les salles de bain. Diapo suivante. Des consommations, des consommations d'électricité également qui sont extrêmement faibles, qui sont pensées à plus par la tout ce travail on fait effectivement des déclinaisons frugalité d'usage, frugalité technique, sobriété comportementale et évidemment aussi efficacité des dispositifs mis en œuvre. Sans des occupants hyperactifs, on n'aurait pas eu ces résultats, mais on est dans l'hyper performant, sachant que donc c'est 300% de couverture. Si je rajoute même pour la compensation l'énergie primaire du bois, on est encore à 250%. Diapo suivante. Consommation d'eau également extrêmement faible, avec un comportement très responsable des occupants, autonomie solaire dans la Casanou et quasi-autonomie solaire à plus de 80% également sur le reste, avec des systèmes mutualisés. L'idée de la frugalité du low-tech, c'est de se dire on a par bande le juste nombre de capteurs solaires qu'il faut, avec une distribution collective horizontale, et puis des appoints très petits, sous-dimensionnés aussi. L'idée du low-tech, c'est que l'occupant, lui, appuie sur le bouton quand il a besoin d'un petit peu d'eau d'appoint. Diapo suivante. Et donc, j'ai analysé, il y a eu un questionnaire qui s'est baladé, 3 thématiques très low-tech qui sont extrêmement intéressantes. Il y en a des tas qu'on a développés ici, avec le retour en termes d'appréciation. Une qui a été extrêmement appréciée, c'est le comportement du bâtiment en termes de confort d'été, qui est basé à la fois sur l'ouverture, la valorisation de la ventilation traversante, la protection solaire et le petit élément technique low-tech, c'est les brasseurs d'air, qui sont extrêmement appréciés. Et là, il y a eu de la quantification, l'appréciation du confort. Vous voyez, le reste, vous l'aurez plus tard. Enfin, vous le lirez, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais très bien le confort pour diapo d'avant. Excuse-moi, j'ai besoin 1 minute 30 secondes. Diapo d'avant, voilà. Donc l'appréciation du confort d'été, très bien 6, bien 6 et une moyenne. Donc c'est vraiment très favorable. J'ai mis cette thématique-là parce que c'est le gros traumatisme actuel. Comment faire du confort avec de l'hyper low-tech, c'est-à-dire simplement du bioclimatisme, plus un petit élément qui consomme 18 watts, qui s'appelle un brasseur d'air plafonnier. Diapo suivante, quelque chose que j'ai mis aussi là, qui a été plus controversé, qui ne fait pas totalement l'unanimité, Hélène peut vous en parler là-dessus, qui est le pari qu'on a fait que de ne pas mettre de ventilation mécanique contrôlée, faire de la ventilation manuelle citoyenne, que j'appelle in fine ventilation manuelle controversée, qui fait que certains, effectivement, sont OK sur le fait de se contraindre à ouvrir quand il le faut, et d'autres qui sont un peu plus nombreux, notamment les familles avec plusieurs enfants, qui trouvent extrêmement contraignant que lors des montées en CO2, les nuits d'hiver, il faille effectivement entrouvrir. Et donc là-dessus, on est en train d'apporter des correctifs, mais comme disait Yves tout à l'heure, c'est un petit peu le droit à l'erreur qu'on revendique pour faire de l'hyper-low-tech. Et on y reviendra si ça vous intéresse. Dernière diapo, et j'ai dépassé mon temps de parole, qui est donc la perception, effectivement, de l'eau chaude solaire qu'on a voulu rendre la plus low-tech, simple et sous-dimensionnée. Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'une chaudière à 30 kW. Voilà. C'est en dessous, mais complètement limite par rapport à la réglementation, tant de litres par personne, pour effectivement pousser le low-tech, pour mettre la bonne technologie à la bonne quantité au bon endroit. Voilà. Ce ne sont que quelques exemples. On peut vous envoyer tout sur les retours d'usage et les retours de vie en œuvre des habitants qui sont ici représentés et qui ont raconté beaucoup de choses, y compris des tas de choses très poétiques sur leur projet, que je n'ai pas forcément mis là-dedans parce qu'on n'était pas forcément complètement dans le sujet, mais que vous pourrez avoir. Merci. Merci beaucoup, Robert. Merci, Yves. Merci, Hélène et Laurent. En fait, on a en effet dépassé ce qui était attendu, le temps de présentation de ce projet. Du coup, Christophe, je te propose de sélectionner une seule question. Voilà, sachant que j'espère il y aura plein d'autres endroits pour partager autour de ce projet. Je pense qu'il y a des visites qui sont organisées. Envirobat Occitanie fera le nécessaire pour partager les éléments à leur juste mesure. Ouais, alors je vais sélectionner une question parce que les questions sont arrivées assez tardivement, mais globalement, voilà, on souligne un super projet qui va jusqu'au bout des détails,
avec des consommations sobres, on sent le cœur, on peut s'autoriser à rêver. Donc ça, c'est ce qui ressort un peu des premiers éléments. Il y avait une question sur l'isolation végétale, laquelle, dans les murs. Et puis après, il y a la question pour moi qui me paraît assez importante, c'est aussi la question du coût, du prix au mètre carré final pour chaque habitant. Je pense que c'est deux questions que j'ai retenues. Qui veut se lancer? Euh, Bon, isolation dans les murs, c'est de la laine de bois. On avait laissé ouvert, c'était au lot du charpentier, on a laissé ouvert la chose en ouvrant à la paille et aux isolants végétaux en général, de façon à être au plus près des techniques que l'entreprise retenue euh, permettait de maîtriser. Et là, ce fut donc de la laine de bois. Voilà, alors pour les prix, moi je suis très, je suis très mauvais. Ce que je voudrais juste dire, c'est que le projet a reçu un soutien absolument énorme de la région. Euh, voilà, et qui a beaucoup contribué qui a facilité son existence, y compris la facilitation des accords et tout ça. Donc, ça, c'est très important. Mais, enfin, si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer, le prix au mètre carré, un truc comme ça. Mais on en Hélène, a. tu l'as pas le prix là? 2 500 € du mètre carré, non? 2600. Je suis en train d'essayer de le retrouver, mais en gros, on est effectivement, on n'est pas loin de 2 millions du coup au niveau du projet et on a 711 mètres carrés construits. Donc, je crois que c'est à peu près dans ces eaux-là, non? Oui, l'ordre de grandeur est comme ça, oui. On est à peu près dans ces eaux-là, Oui. oui. Hmm. Après, je vois beaucoup de sections techniques. Moi, si vous voulez, je ferai un petit mail à tous les participants pour répondre à toutes les questions, le vécu de l'usage de la ventilation naturelle, toutes ces dimensions-là, le fonctionnement des choses. Je te remercie beaucoup, Robert. En effet, là, vous moi pouvez continuer à partager dans le chat. Et moi, je vais vous inviter à vous projeter dans la troisième réalisation que nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Brigitte Fernandez, qui est directrice adjointe d'Ecopolis et qui va vous expliquer pourquoi elle a choisi ce projet pour le partager avec vous aujourd'hui. Oui, merci Thomas, bonjour à tous. Rapidement pour laisser la place au projet, simplement vous dire que quand le sujet de la low-tech a été mis en avant pour le choix de ce webinaire, on ne s'est pas posé la question très longtemps en fait pour côté Ecopolis, étant donné qu'on est situé en Île-de-France. Le choix en fait de l'équipe projet de la ville de Rosny-sous-Bois, c'est assez vite, assez naturellement imposé à nous. Tant on va dire que la question de la low-tech fait partie de leur ADN. Il faut savoir que sur les à peu près 200 projets qu'on accompagne aujourd'hui en Île-de-France, on a la chance d'avoir pu accompagner 5 projets de la ville de Rosny-sous-Bois, des projets de bâtiments scolaires, que ce soit des écoles et des centres de loisirs. Et ces 5 projets ont obtenu une reconnaissance OR, donc ça donne à comprendre la qualité de leur démarche et de ces projets-là. Donc l'idée aussi, c'est de vous présenter aujourd'hui le dernier né de ces projets qui a été livré cette année, qui est l'école maternelle Bois-Perrier. Et je pense que les mieux placés pour vous parler de la low-tech et de ce qu'ils mettent dans leurs projets, c'est les acteurs des projets. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Lisa Armonet-Caruso et à Giampiero Ripanti pour qu'ils vous parlent de ce beau projet et de leur démarche un peu plus globale à la ville. Giampiero, Bonjour. Lisa, c'est bon, je vous laisse la parole. Oui. Merci, Bienvenue. Merci d'être là. Merci à vous de nous recevoir. D'abord, je voudrais juste faire une petite aparté pour expliquer un peu plus le fonctionnement du service, parce qu'on a un fonctionnement assez particulier en étant une maîtrise d'œuvre interne. Donc, on est une équipe pluridisciplinaire d'architectes, ingénieurs structure, ingénieurs fluides, ingénieurs recherche, qui travaillent au sein du service public pour la ville de Rosny-sous-Bois. Donc, le service, il a été créé en 2010 avec l'objectif de travailler de manière transversale avec les différents services de la ville pour, à notre échelle en tout cas, lutter contre les causes du dérèglement climatique et anticiper, adapter la ville aux changements inéluctables qui arrivent. Donc ça s'est cristallisé autour d'une compétence obligatoire de la ville qui sont du coup l'accueil des enfants en scolaire et périscolaire et donc la construction d'écoles.
Donc, le service a réalisé 6 bâtiments en bois terre-paille depuis sa création, dont 5 en ventilation naturelle avec récupération de chaleur, ce qu'on verra par la suite. Donc ici, vous voyez notamment au milieu donc les bouts de tour, qui est le premier bâtiment où on a mis en place la ventilation naturelle. Le centre de loisirs Jacques Chirac, qui est un bâtiment en paille porteuse sur 2 niveaux, si on peut passer à la slide suivante. Et donc, les derniers projets avec Simone Veil, qui a été fait assez rapidement avec des caissons en paille. Et puis, donc, les 2 derniers bâtiments qui ont été livrés en 2024, le groupe scolaire Jean Mermoz et la ferme Bois-Perrier, qui est une rénovation. Si on peut passer. Donc, Non, on n'est je pas moins vais clair, on est faire un là-dessus. peu un détail sur ce projet-là et ensuite on passera quand même. On nous a demandé de travailler beaucoup sur la ventilation naturelle, donc on va revenir un peu sur la genèse aussi de cette réflexion-là au travers des différents projets que le service a menés. Donc sur ce bâtiment, donc la Materne Bois-Perrier, c'est une rénovation d'un bâtiment des années 60. Vous pouvez voir à gauche donc l'image du bâtiment tel qu'il était à l'origine, un bâtiment orienté nord-sud, sans isolation, sans ventilation, sans protection solaire, donc un endroit pas très agréable et qui ne fonctionnait plus aujourd'hui pour accueillir les usagers. Slide suivante. Donc pour résumer un peu les grands principes, le bâtiment existant conservé évidemment, puisque... Excuse-moi. ouais, si on peut revenir. Donc la structure qui est conservée, l'idée en effet de rénover et de ne pas reconstruire à neuf, mais d'utiliser le bâtiment tel qu'il est dans son état en tout cas d'origine. Le fait que le bâtiment puisse pas supporter un poids supplémentaire et donc on est venu créer un manteau autour avec une structure autoportante qui est portée par des pieux vissés au niveau des fondations. Une structure en bois massif qui vient ensuite récupérer toutes les bottes de paille qu'on vient mettre à l'intérieur pour l'isolation, qui est ensuite enduite ou bardée. Remplacement évidemment des menuiseries extérieures en fenêtres en bois à double vitrage. Et le système de ventilation passif en ventilation naturelle, avec aussi un rafraîchissement passif par de la surventilation nocturne, des protections solaires adaptées. Et puis, pour ce qui est du chauffage, en tout cas, le bâtiment est relié au réseau de chaleur urbain de la ville, avec, pour chercher encore une fois une certaine autonomie dans le fonctionnement du bâtiment, un poêle de masse d'appoint qui fonctionne du coup sans apport énergétique. Si on peut passer. Je vais assez vite, après on peut revenir dans les questions, mais c'est pour qu'on ait le temps de tout faire. Quelques images du coup du chantier avec donc le bâtiment existant. On voit les pieux vissés justement qui ont servi de fondation à la structure autoportante. La structure en poteau-poutre en bois massif feuillu, mais on va revenir là-dessus après. Et puis la mise en place donc des bottes de paille. Tout a été taillé sur place par les charpentiers pour s'adapter à l'existant et tous les détails un peu compliqués que ça peut engendrer. Si on peut passer à la slide d'après. Pour rentrer un peu dans le détail, donc nous, on travaille sur tous les projets avec de la paille. Pourquoi la paille? Parce que c'est une ressource qui est particulièrement abondante. C'est une ressource aussi qui se régénère chaque année. Donc, sur les autres projets, on a travaillé avec de la paille de blé bio en agroforesterie. C'est aussi une manière de valoriser un coproduit de l'agriculture, donc de se dire on ne va pas juste utiliser, enfin en tout cas fabriquer un matériau pour la construction, mais c'est un matériau qui va servir à plusieurs usages. On est passé un peu vite. Donc sur ce projet, on utilise du Thinopyrum intermedium, qui est une autre céréale qui elle est vivace et qui permet du coup de travailler aussi avec des céréales qui vont se renouveler tous les ans sans avoir besoin de les replanter. Donc on essaye toujours d'aller plus loin dans notre travail. Sur le bois, puisqu'on est déjà passé sur cette slide, la majorité du projet, c'est du bois feuillu francilien. La ville a acheté directement une partie du bois pour le bâtiment pour pouvoir contrôler et savoir vraiment d'où vient le bois, comment il a été récupéré et comment il est mis en place sur le chantier. Donc vraiment, on a fait un marché avec un exploitant forestier. On a demandé à ce qu'il y ait un débardage à cheval. On a fait venir une scierie mobile avec nos listes de débit qu'on avait préparées pour faire couper le bois selon nos listes de section. Et ensuite, le bois a été acheminé sur le chantier où il a été directement taillé par les charpentiers sur place et mis en œuvre dans le bâtiment. Donc c'est du bois vert. Ici, cette partie-là qui sert surtout pour les protections solaires et les auvents. Sachant que le reste, la partie plutôt structure, a été fournie par l'entreprise, sachant que nous, on décrit donc, on demande à chaque fois du bois en châtaignier chêne, ce qui oblige quand même à aller se sourcer
plus localement, sachant qu'en Île-de-France, il y a 95% de la forêt qui est en feuillu, si on peut passer. Pour la gestion de l'eau, juste en passant rapidement, donc on a fait sortir l'eau du bâtiment en modifiant les pentes de la toiture et en faisant tout sortir en extérieur pour donner à lire le chemin de l'eau pardon, avec des noues paysagères, comme on peut voir sur l'image de droite. Sachant qu'il y a une partie qui est également stockée, parce que l'idée à chaque fois, c'est de se dire comment est-ce que si un jour on a une grande sécheresse, est-ce qu'on peut toujours avoir un stock d'eau quelque part? Et donc, on a une cuve qui fait 30 000 litres à peu près, qui récupère l'eau, qui est reliée ensuite à un placard de potabilisation. Et cette eau est utilisée dans le bâtiment. Enfin, en tout cas, là, c'est pas encore complètement en place, mais ce sera le cas. Dans les WC adultes à rez-de-chaussée et puis pour l'arrosage extérieur. Et moi, je prends la parole pour en parler de ventilation naturelle, et en gros, que c'est une des questions qu'on fait en partenariat avec le Lotec. Et on vous présentera un peu l'histoire de la ventilation naturelle d'Héronie, parce que c'est une histoire qui date d'une dizaine d'années maintenant. Il y a la légende veut, parce qu'il y a toujours des légendes quand il naissent des choses, il y avait une CTA qui était dans une autre école, dans un autre bâtiment. Cette CTA, la carte mère a cramé. Et donc, l'autre bâtiment est resté 6 ou 7 mois sans ventilation parce qu'on n'arrivait pas à refabriquer la carte mère, ça s'avérait une fabrique qui était sortie de production et qu'on a dû refaire fabriquer en Chine et qu'on a mis un peu de temps à faire acheminer. Donc, dans ces bâtiments scolaires et qui plus est des bâtiments en paille et en terre, la ventilation, ça me semblait quelque chose de résilient, qui devait être résilient pour la santé du bâtiment et la santé des êtres humains qui y habitaient dedans. Et donc, nos prédécesseurs, parce que moi, je n'étais pas encore là à l'époque, moi, ça fait 7 8 ans que je suis à la mairie de Rony, et ils sont lancés dans une recherche en partenariat avec l'ADEME, avec Tribu et avec d'autres gens, pour essayer de développer quelque chose qui a été inventé plutôt au début des années 2000, si je ne dis pas de bêtises, en Angleterre, mais de faire de la récupération de chaleur sur de la ventilation naturelle, sachant qu'on est en Île-de-France et qu'on avait envie de chercher un peu de performance tout en se compliquant la vie à faire de la récupération de chaleur sur ce bâtiment. Et là, on voit bien dans cette image, c'est une image qui circule un peu, on voit les tours de ventilation naturelle, les cheminées de ventilation naturelle qui, sur ce projet-là, qui c'est une réhabilitation, le bouture d'eau, c'est une réhabilitation d'un bâtiment, des marchés, ils permettent de prendre la prise d'air et la sortie d'air. On voit les échangeurs en verre et on voit un système de régulation que lui, il n'est pas si low-tech que ça, c'est des sondes de CO2 qui font moduler des registres, mais ça a été un grand cheval de bataille et c'est ça qu'on va vous présenter tout le système qui est autour de la régulation. Parce que là, juste une seconde, parce qu'après, je serai plus rapide après. Si, merci. C'est juste la question du tirage thermique dès la prise d'air est assez low-tech. La seule chose qui nous reste à contrôler, c'est la régulation pour éviter d'avoir trop de calories qui se dépèrent. Et cette régulation, sur ce projet-là, on n'a pas réussi à le faire autrement qu'avec des sondes de CO2 avec des registres. Et ça a été un peu notre leitmotiv pour essayer de faire ça différemment sur les autres projets. Vous pouvez avancer, merci. L'autre chose importante, c'est en échangeur de chaleur, en gros, on a dû aller chercher des éléments qui sont fabriqués pour les composants des machines de ventilation. Et donc, on allait chercher tous les fabricants des changeurs à plaques et on a dû les tester en laboratoire parce qu'on n'avait pas trop d'informations sur les performances des pertes des charges et des coefficients d'échange à des vitesses inférieures à 0,5 mètres secondes. Et donc, on a trouvé des fabricants qui nous ont aidés. On avait une subvention de l'ADEME, on a commencé à tester. Et globalement, on arrive à avoir des éléments qui, eux, ils sont pas très low-tech parce qu'on les fabrique avec de l'aluminium et on les fabrique dans des usines, mais qui nous permet d'avoir un rendement de 50% à peu près sur les calories et des pertes de charges inférieures à 0,8 Pascal. Au 1 Pascal. Et là, où c'est intéressant, juste, j'ai des calculs là-dessus, c'est que c'est par rapport à cette histoire de ventilation naturelle, c'est que ces éléments-là, on a essayé de faire, on n'a pas mis de slide, mais on a essayé de faire s'inventer des échangeurs low-tech. On a on a fabriqué plein de choses nous-mêmes
mais le résultat des performances, il est médiocre. Et donc, on reste sur des échangeurs du commerce. Le deuxième projet, c'est le projet Jacques Chirac qui s'améliore d'un plein de... En gros, chaque projet, c'était une évolution de la phase d'avant et on a essayé d'apprendre de nos erreurs parce qu'on a fait un paquet et on en fait toujours un paquet. Et on a essayé aller dans une solution plus simple. Et dans ce projet-là, on a réduit la taille des échangeurs, on les a mis dans les classes pour s'éviter toute une série de questions de coupe-feu et des questions de... Donc, on voit bien dans la photo, l'air elle passe dans une boîte où il y a l'échangeur, elle est soufflée au fond de la pièce, elle est reprise où il y a la flèche rouge et elle est aspirée par la cheminée, la tour de ventilation, dans une gaine en plâtre qui nous ramène vers la cheminée. Vous pouvez avancer. Et sous ces projets-là, on a réussi à faire quelque chose de très low-tech en théorie. Si vous pouvez appuyer, non, il y a une vidéo, s'il part. Et donc, Ouais, j'arrête. voilà, je parle en même temps si vous voulez appuyer sur la vidéo. Et donc, on a réussi à obtenir des poignées d'hélicoptère. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment low-tech, parce qu'en gros, c'est des pistons avec des billes dans des câbles qui nous permettaient de manœuvrer manuellement un registre qui, lui, il était éloigné. Donc, on voit qu'il y a deux registres au bout de la pièce et c'était une solution manuelle mais que finalement on a mis en place pour ce bâtiment. Le problème, c'est que ça a été un peu compliqué parce qu'on a une poignée pour chaque registre. Et ces câbles-là, ils ont été fabriqués comme des câbles pour hélicoptère. Ils ont un niveau de technologie assez important. Ils ont pas besoin de maintenance, mais s'ils cassent, c'est très difficile de les faire remplacer parce que les vendeurs des câbles pour hélicoptère, ils sont pas très intéressés à vendre un câble à la ville d'Ironi. Et donc, ça a été une expérimentation un peu marrante, très low-tech, mais une expérimentation un peu compliquée. Et donc, on peut aller sur la slide suivante. Aujourd'hui, fonctionne le bâtiment assez bien. Si on peut, la slide suivante, s'il vous plaît. Mais donc, pour le bâtiment d'après, donc c'est Simon Veil, un autre bâtiment, ce bâtiment est sorti très, très, très rapidement de terre. Donc, on a mis un an entre nos embauches à la mairie, les premières esquisses et le démarrage du chantier. Donc, c'était quand même un grand défi parce qu'il fallait faire une école et on a réussi à la faire en temps et en heure. Et là-dedans, on s'est dit qu'on allait expérimenter un autre système de régulation low-tech. Et cette régulation low-tech était plutôt celle du bouton, du bouton de poussoir. Et en gros, on a mis en place juste un bouton qui fait on-off. Et on a mis en place un potentiomètre qui permet d'ouvrir et fermer le registre manuellement en se disant que le low-tech peut être aussi électrique parce que de toute manière, on n'arrivera pas à tout enlever l'électricité. Et que par contre, là, on met en main aux usagers, comme on a fait pour le bâtiment d'avant, toute la possibilité de réguler eux-mêmes leur bâtiment en ayant une sonde de CO2 qui peut les indiquer s'il y a besoin ou pas. Sachant que cette solution au niveau performance, aujourd'hui, ça et nous plaît pas trop, 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 trop parce que en réalité, les gens, ils font moyennement de gaffe. Et du fait que c'est une école publique, les profs, ils changent tous les années et on arrive très mal à les former à chaque année comme il faudrait parce qu'on court derrière d'autres projets et d'autres questions. Mais en tous les cas, c'est une solution qui est super low-tech pour dans ce moment-là parce qu'il y a juste un bouton. Et un bouton, il faut appuyer dessus. Mais voilà, il y a sous ses limites. Pour le quatrième bâtiment, ou quatrième ou cinquième, je ne me rappelle plus, on est parti dans un défi un peu opposé, dans le sens qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un bâtiment qui soit capable en 2050 d'assurer un confort sans avoir à mettre de la climatisation à Paris. Donc, on avait fait sur des climats caniculaires. Donc, on a fait toute une série, sachant que nos bâtiments, globalement, ils se comportent très bien pour des questions différentes où il y a la ventilation naturelle elle aide, mais c'est pas primordial. C'est surtout que s'il y a beaucoup d'induitaires, il y a beaucoup d'isolants, il y a beaucoup d'autres éléments qui font que nos bâtiments, globalement, l'été, il y a une dizaine de degrés d'écart entre l'extérieur et l'intérieur. Et ce bâtiment-là, on s'est dit qu'on allait mettre des puits climatiques, sauf que l'air qui est dans un puits climatique, l'hiver, l'été, quand il fait froid, quand il fait chaud, pardon, elle a aucune envie de monter aux étages. Elle est très bien dans les tubes, elle est au frais. Et donc, on a dû mettre finalement en place un système de ventilation avec des moteurs qui, en gros, on a un bouton canicule qui est le directeur du centre des loisirs et peut appuyer dessus si vraiment il canicule. Et après, on a des petits moteurs qui démarrent et qui nous soufflent de l'air froid dans les pièces, de l'air du canadien. Donc, ça a été une grosse usine à gaz pour nous
parce que déjà nos systèmes qui sont en gaines croisées, ça nous complexe, c'est assez complexe. Et là, on s'est rajouté toute une série de niveaux de sous-sol avec du béton en plus, avec de la fonte pour les tubes, avec des terrassements énormes. Mais c'est quand même un projet très intéressant, mais qui nous a un peu éloigné pour tenir un objectif qui était un peu plus important de ce que l'on avait d'habitude. Et on est allé un peu trop loin, à mon avis, en restant dans des conditions. Par contre, à niveau régulation, on s'est pris la tête. On s'est pris la tête, on a fait travailler une fille sur comment imprimer nous-mêmes, comme on faisait au cours de techno, une carte, parce que de manière qu'on puisse la réimprimer à chaque fois qu'on voulait faire quelque chose, pour connecter la sonde de CO2 à un bouton et un potentiomètre et faire fonctionner les registres de notre régulation. Et on a fait travailler quelqu'un qui a travaillé longtemps. Et à la fin, on a trouvé une solution qui est un peu bête parce qu'on n'était pas très fort là-dessus. C'est que la sonde de CO2, elle, c'est un petit ordinateur. Donc, on a bypassé tous les automates. Il n'y a plus d'automates, mais c'est la sonde de CO2 qui, elle-même, et sait faire ça. Et donc, finalement, on a eu besoin de rien imprimer. On a juste connecté la sonde de CO2 au registre et c'est elle qui via le biais des interrupteurs. Et donc, on peut avoir en automatique ou en manuel. Si on est en automatique, c'est la sonde de CO2 qui gère nos registres. Et si on est en manuel, bon, on a la capacité avec un potentiomètre de faire fonctionner le système. Donc, on a trouvé une solution qui est intermédiaire. Donc, il y a une partie qui peut être automatique et une partie qui peut être manuelle. Mais ça a l'air de marcher mieux à niveau consommation. On verra plus tard parce qu'on n'a pas fini encore. Et le dernier bâtiment, donc c'est le Bois Perrier, celui qu'on avait avant, et c'était un peu le premier vrai bâtiment en réhabilitation d'une école où la réflexion, on est revenu un peu sur la réflexion du tout manuel, du tout low-tech. Donc on avait un bâtiment qu'on ne pouvait pas trop percer parce qu'il était pas très épais et les dalles, si on risquait de tout faire tomber si on perçait pour faire des cheminées à l'intérieur. Donc, on a fait le pari de mettre des cheminées et des tours avant à l'extérieur en plein sud qui nous permettaient aussi de supporter les protections solaires. Et avec ce système, en gros, on a tout conçu autour des tours et le registre qui, lui, il allait être central dans ce système et on allait intervenir au minimum dans les classes pour permettre d'avoir des îlots qui nous font à la fois acoustique, à la fois ventilation et à la fois préchauffage de l'air. Les dimensionnements qu'on voit ici, en gros, on utilise un support d'échangeur, un échangeur pour 375 mètres cubeurs. Et sur une classe, on met globalement deux échangeurs et deux systèmes de ventilation. Et donc, une tour collecte normalement deux classes et demie. Quatre, du coup, parce que deux à rez-de-chaussée et deux à Ouais, l'étage. mais c'est la moitié chacune. Donc, c'est deux classes à peu près. Bon, bah, tout va bien. Et donc, on voit bien le système ici. On a réussi il y a un registre, qui a un seul registre qui règle tout un système de ventilation. Il y a deux compartiments. Il y a l'air qui rentre, qui passe dans un échangeur et laisse souffler au fond de la pièce. Il y a un bypass qui passe à travers une batterie chaude et qui est régulé avec juste avec une bande thermostatique. Et de l'autre côté, on reprend l'air et on la remet qui est aspiré par la cheminée à travers l'échangeur. Donc, les deux flux, ils se croisent et on récupère à peu près 50% des calories, même si on a des dérégulations. L'air qui rentre est un peu moins de celle qui sort. Donc, tout n'est pas tout n'est pas mathématique comme dans une CTA. Et on a un système de bypass pour l'été, de manière que, parce que l'air, s'il peut passer dans un endroit où il n'y a pas d'échangeur, il y a un manque de décharge, bah, il choisira le schéma qui l'arrange. Et ça permet d'avoir un peu plus de débilité quand un système comme ça marche moins bien. Donc, on ouvre les fenêtres, on a des barreaux devant les fenêtres pour permettre d'ouvrir à toute heure et laisser ouvert. Et on a un système, voilà, c'est un système assez simple. Et le slide prochain, s'il vous plaît. Donc, on voit bien ça. La glace est presque finie là, sous ces photos. On voit les deux caissons qui font acoustique qui sont au-dessus du tableau. Et de l'autre côté, on voit les bancs qui sont placés. On voit les barreaux devant les fenêtres qui peuvent être ouverts pour free cooling. Et on voit le système avec les petites flèches. L'air est reprise là où l'orange est soufflé pour la façade et est soufflé au fond. Et après, il part directement dans la tour avec des fers des charges très très faibles
Et on a un système d'échangeurs qui sont plaqués au plafond donc et qui sont démontables avec un système de lève-plaque de plâtre standard, en tout cas, on trouve assez dans le commerce. Et justement, pour faire la fin sur le tech, c'était qu'on a développé un système d'ouverture de registre du fait qu'on s'est pris la tête avec les interrupteurs. Après, on s'est pris la tête avec les poignées d'hélicoptère. On a décidé de les fabriquer nous-mêmes et de fabriquer tout un système des fenêtres, des changeurs, tout ça autour de la poignée. Et donc, tout le projet de ventilation a été fait autour de la poignée. Et si vous pouvez appuyer sur les deux petites vidéos, il y en a un premier à gauche, bon, c'est pareil. Ah, c'est noir. C'est pas grave. On le verra pas. Ça n'a pas marché. En tous les cas, on a des petits oiseaux qui permettent juste de tourner un axe. Et c'est un échange c'est juste un échange une translation de mouvement. Et ça nous permet, bah, on est désolé, on les avait testés, mais ça, Ah, c'est pas grave. c'est pas grave, on voit la photo à côté et donc on a deux oiseaux par classe et ça permet d'ouvrir et fermer les registres tout en manuellement et en essayant d'être sympathique en essayant d'expliquer mieux et d'avoir plus de réussite que sur les interrupteurs. C'est très, très difficile de t'interrompre, Jean-Pierre. Et c'est fini. Il est déjà 12h30, donc tu as déjà mangé les questions. Merde. En fait, on a décidé quand même de laisser ouvert pour ceux qui souhaitent rester avec nous. Je te remercie vraiment beaucoup, enfin, à tous les deux, je vous remercie beaucoup pour la présentation de ce projet, d'ailleurs, tous les projets. Je remercie tous les intervenants. Il y a des gens qui souhaitent rester, on s'est dit qu'on allait offrir un bonus de quelques minutes pour des questions éventuelles, voilà, s'il y en a. Brigitte, est-ce qu'il y a des questions que tu considères vitales pour Alors, aujourd'hui? alors vite, attends, la pression tout de suite. Oui, il y a plein de questions. Là, je peux peut-être rassembler un petit package. Il y a quand même plusieurs questions qui tournent autour justement de ce que tu présentais, Gianpiero, sur la question de la ventilation naturelle. Peut-être un peu fourre-tout. Dans une question, j'en mets plusieurs. Est-ce que finalement, vous avez réussi à atteindre les débits réglementaires, en fait, qui sont là? Et est-ce que vous avez installé les capteurs CO2 et notamment sur les sujets il y a tout un tas de questions autour de la filtration et de la qualité de l'air maintenue. Du coup, comment vous avez suivi ça et ce que vous avez mis en place? Donc, essayez de réponses courtes, comme ça, je peux en glisser une autre Ouais. derrière. Et la réponse sur les CO2, tous les bâtiments, ils ont des sons de CO2 et des températures qui nous permettent de gérer la ventilation et en même temps, ils nous reportent des données. Donc, on suit tous les bâtiments, les qualités d'air, elle est assez bonne, même trop bonne parfois. Donc, on est en train de voir, c'est du fait qu'on a des problèmes le gros problème du projet, c'est l'énergie grise qui est dans les échangeurs et donc on voit si on réduit un peu le dimensionnement pour avoir un peu moins d'échangeurs. Bon, c'est ça, c'est une grosse question. La réponse sur le débit réglementaire, c'est qu'on ne respecte pas les débits parce que la ventilation naturelle est fluctuante. On respecte la réglementation et on a mis en place un suivi des bâtiments pour indiquer l'indice ICON, qui c'est un indice de qualité de confinement. Et par rapport à cet indice de confinement, ça nous permet d'avoir des informations moyennes de qualité d'air, parce que les débits devraient être respectés tout le temps. Et on ne sait pas mesurer les débits parce qu'il n'y a pas trop d'outils pour mesurer ces débits à cette vitesse-là. Et donc, on est plutôt, c'est une réponse de Normand, mais on a garanti une qualité d'air, mais on ne garantit pas un débit d'air. Je ne sais pas si ça vous plaît. Donc, la qualité est bonne, le début d'air, on ne sait pas. On n'en sait rien. Ok, Et la bah, dernière, je vais pour ouais, ouais, ouais. je vais poser une autre question parce que là, t'es long, Ferro. Juste, il y a une question là qui revient. Est-ce que vous avez des notions de coût global, toutes dépenses confondues sur ce projet-là? Et il y avait une idée de comparatif. Enfin, il y avait, alors, je sais pas si la question était en lien avec les projets précédents ou si c'était sur celui-ci parce que c'était au démarrage de votre présentation sur bah, justement la notion de coût de ce projet-là au regard d'un projet, on va dire, plus conventionnel aussi, dire dans les des comparatifs. Mais bon, c'est la question fatidique à chaque fois, c'est combien ça coûte tout ça, en fait. Est-ce que Oui. vous avez pu... On a de quoi répondre. Après, je voulais juste dire qu'en effet, c'est des projets expérimentaux qui sont plus chers que des projets classiques. Après, on a beaucoup de subventions aussi. Donc, si on regarde prix au mètre carré hors taxe, je crois qu'on doit être à 3 400 presque, un peu moins, du mètre carré.
Et par contre, avec les subventions, on est à 1700. Parce comme on fait des choses très expérimentales, très poussées, on a aussi beaucoup de subventions et donc ça permet de financer ces projets. Et sur les autres questions, où il y avait la réponse sur la ventilation, globalement, on est un tout petit peu plus cher on a fait pas de comparatif, ventilation mécanique, ventilation naturelle, à double flux. Globalement, on est, si on considère la maintenance qu'on a à faire dessus, globalement, au coût global, on est égal, voire un peu mieux. Mais pour l'instant, on fait peu de maintenance. Et là, cette année, on a toute une campagne de vérification le peu de maintenance qu'on fait, ça suffit. Euh, et, et on vous tiendra au courant, on mettra toujours sur Ecopolis tous nos documents disponibles pour dispatcher. Et là, l'autre question la qualité de l'air, la qualité, nous, on ne filtre rien parce que la ventilation naturelle ne nous permet pas de filtrer. Il y a deux éléments, par contre, on aura des campagnes aussi des qualités d'air. Pour l'instant, les réponses qu'on donne, c'est qu'on essaye de ne pas construire où c'est trop pollué, sachant qu'on aimerait bien que le monde extérieur soit quand même propre. Et donc, ça, c'est une question un peu pareille. Et la deuxième question, c'est que la vitesse de l'air est beaucoup plus faible et qui transporte des différents types En gros, c'est comme si on ouvrait les fenêtres. C'est pas comme si on avait une ventilation mécanique qui aspire à des vitesses importantes, donc il transporte moins de poussière. Et on l'a vérifié sur des endroits où on a des chicanes des prises d'air, où la poussière, il se dépose sous les chicanes des prises d'air et ça n'arrive pas à l'intérieur. Donc, on vous dira sur cette histoire des pollutions, on est dessus et on va faire une campagne de nettoyage des échangeurs pour voir si le besoin qu'il y a, c'est prévu cet hiver. Bon, eh ben, on va s'arrêter là pour les questions. Voilà, je vous remercie à tous encore d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que la présentation de ces trois projets a permis à de nombreuses personnes de s'inspirer pour la suite de leur voyage. Et donc, je vous ai laissé l'adresse web du collectif pour que vous puissiez éventuellement l'indiquer aux personnes qui voudraient revoir ces présentations ultérieurement. Elles devraient être présentées. Alors, j'ai pas de date à vous donner précisément, mais je pense que d'ici quelques semaines, avant la fin de l'année, en tout cas, on devrait être en mesure de poster la vidéo de ces présentations. Encore une fois, je vous remercie à tous d'avoir participé et je vous dis à l'année prochaine pour le webinaire numéro 3. Merci, Merci, au merci. revoir. Merci à tous, merci à tous nos Merci. intervenants. Bonne journée à tous. Si, au revoir. Merci à tous, au revoir.